J'étais assis dans le luxueux fauteuil en acajou sombre et en cuir du bureau de Langston, au manoir Obsidian, quand le haut-parleur de son immense bureau s'est allumé. Il était exactement 10 heures du matin. À travers l'audio net et haute fidélité du système téléphonique coûteux, la voix de ma mère dégoulinait de ce ton écœurant de douceur, excessivement poli, qu'elle réservait exclusivement aux étrangers, aux représentants du service client, et aux personnes qu'elle essayait activement de manipuler. Langston, merci beaucoup de prendre mon appel, commença-t-elle, sa voix vibrant presque de fausse chaleur et de profonde inquiétude. Mon fils Barrett est tellement dépassé en ce moment. Et franchement, il souffre d'une grave dépression nerveuse. Nous ne pouvons tout simplement pas le laisser gâcher sa vie à cause d'un épisode maniaque. Donc, nous devons annuler sa petite réunion de ce soir. Nous voudrions demander que vous remboursiez la compte de $20 000 sur mon compte, afin que nous puissions plutôt aider son frère aîné Merrick, avec des affaires familiales urgentes. L'entendre qualifier ma promotion durement gagnée au poste d'estimateur commercial principal de « petite réunion », tout en mentant explicitement sur ma santé mentale pour voler $20 000, m'a fait l'effet d'un couteau dentelé familier se tordant dans mes entrailles. C'était du pur drame familial toxique, sans aucun filtre. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait absolument pas imaginer dans sa bulle arrogante et narcissique de contrôle, c'est que j'étais assis juste en face du propriétaire du lieu. Comment ma propre mère a-t-elle essayé de voler les économies de ma vie, juste pour choyer son enfant chéri? Et qu'ai-je fait exactement ensuite? La réponse à cette question est sur le point de réduire en cendres tout notre arbre généalogique. Langston était un homme qui avait passé 3 décennies dans l'industrie de l'événementiel de luxe haut de gamme. Il avait probablement vu toutes les nuances possibles de dysfonctionnement familial chez les riches privilégiés de la côte est. Il m'a simplement regardé, ses épais sourcils argentés se haussant vers la racine de ses cheveux. Il a coupé le micro une fraction de seconde, le silence dans la pièce devenant soudain assourdissant, lourd de tension. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur le bois poli, et a articulé les mots « Voulez-vous que je m'en occupe ?» J'ai levé un seul doigt. J'ai secoué lentement la tête, gardant mes yeux complètement rivés sur la lumière rouge clignotante du haut-parleur. Je voulais qu'elle creuse ce trou aussi profondément que physiquement possible. Je voulais que chaque mot de sa tentative de vol soit enregistré. En tant qu'estimateur commercial, toute ma vie était bâtie sur le calcul des risques, l'évaluation de l'intégrité structurelle et la prédiction des défaillances catastrophiques. En ce moment, j'observais les murs porteurs des mensonges de ma mère se fissurer sous leur propre poids, et j'étais aux premières loges pour assister à l'effondrement. Langston a réactivé le micro. Il s'est adossé à son fauteuil, sa voix étant l'incarnation même de la courtoisie professionnelle, mêlée à une dangereuse froideur glaciale. Je vois, Madame Blais. Et est-ce que Barrett sait que vous passez cet appel? C'est un événement de très grande envergure, et le contrat est entièrement à son nom. Ma mère a poussé un lourd soupir théâtral, celui d'une martyre. C'était exactement le soupir qu'elle utilisait chaque fois qu'elle sentait que quelqu'un remettait en question son autorité incontestable. En tant que matriarche de notre famille incroyablement dysfonctionnelle, je suis sa mère, Langston. Je n'ai pas besoin de sa permission pour gérer des affaires familiales privées. Barrett est pratiquement en train de faire une crise de panique à cause du coût de tout cela. Il est dans son appartement en ce moment, alité, sous forte médication. Nous essayons juste de l'aider à éviter une énorme erreur financière qu'il regrettera pendant des années. Maintenant, si vous pouviez simplement traiter ce remboursement sur la carte enregistrée, que nous partageons en tant que compte familial joint, ce serait le mieux pour absolument tout le monde. Nous ne partagions pas de carte. Nous n'avions jamais partagé de carte. Les $20 000 qu'elle essayait nonchalamment d'empocher étaient de l'argent que j'avais économisé pendant 5 années exténuantes, à travailler 70 heures par semaine, à analyser des plans de construction et des feuilles de calcul de chaînes d'approvisionnement. Chaque centime m'appartenait, gagné à la sueur de mon front, avec une tension artérielle élevée et des vacances manquées. Elle était tout simplement en train d'essayer de commettre une fraude électronique. Langston s'est éclairci la gorge, son masque professionnel se fissurant juste une fraction pour révéler son incrédulité totale. Madame, il semble y avoir un malentendu de très grande importance ici. Barrett est en fait assis dans mon bureau en ce moment même. Voudriez-vous lui parler? Le silence sur la ligne était à couper au couteau. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Je pouvais vivement l'imaginer, debout dans sa cuisine immaculée et surdécorée, agrippant le comptoir en marbre, son esprit tournant à 1 million de kilomètres à l'heure pour construire une nouvelle réalité où elle était toujours la victime et moi le méchant.
C'est impossible, a-t-elle finalement lâché, la façade sucrée se brisant en 1 million de morceaux déchiquetés. Barrett est à la maison. Je viens de parler à son père. Vous devez vous tromper. Je me suis penché vers le microphone sur le bureau de Langston. Salut, maman. Surprise. Une autre pause. Celle-ci fut plus courte, mais la panique pure et totale qui irradiait à travers le haut-parleur était palpable. Barrett, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je peux expliquer. Tu n'as rien à expliquer, maman, ai-je dit, ma voix parfaitement plate, dénuée de toute émotion. Je voulais juste t'entendre essayer de voler 20 000 $ de mes propres oreilles. Elle a eu un hoquet de surprise. Mais avant qu'elle ne puisse se lancer dans sa crise de hurlements inévitable, Langston a souri d'un sourire froid et terrifiant et a tendu la main vers le clavier. Et que se passe-t-il ensuite? Pour vraiment comprendre pourquoi j'étais assis dans ce bureau extravagant, parfaitement calme et maître de moi-même, tandis que ma propre chair et mon propre sang tentaient de me voler effrontément, il faut comprendre le musée du ressentiment dans lequel j'avais été forcé de vivre pendant 29 ans. J'étais l'enfant invisible, le bouc émissaire perpétuel dans une pièce de théâtre qui n'avait jamais eu qu'une seule star, et son nom était Merrick. Merrick était mon frère aîné. Il avait 3 ans de plus, il était plus bruyant, arrogant, et possédait une confiance en soi non méritée, à la limite du délire, que mes parents adoraient absolument. C'était l'enfant chéri. Si Merrick réussissait à lasser ses chaussures, mes parents organisaient une parade. Si je gagnais un championnat de mathématiques de l'État, mon père me disait d'arrêter de me vanter et d'aller tondre la pelouse. Telle était la dynamique. Quand j'ai eu 18 ans, je passais chaque soirée enfoui dans les manuels, terrifié par l'échec, désespéré de m'assurer un avenir, parce que je savais sans l'ombre d'un doute que mes parents ne paieraient pas un seul centime pour mes études universitaires. Ils me disaient que nous avions des difficultés. Ils me disaient que les temps étaient durs. Alors, j'ai trouvé un travail de nuit brutal comme chargeur dans un entrepôt commercial. Je me réveillais à minuit, je transportais de lourdes caisses jusqu'à 6 heures du matin, je prenais une douche dans le vestiaire glacial, puis j'allais à mes cours de lycée complètement épuisé. Un après-midi, je suis rentré à la maison avec les mains bandées parce qu'une palette avait glissé et m'avait écrasé les doigts. Je suis entré dans l'allée et je me suis figé. Là, rutilante au soleil, se trouvait une Porsche noire d'occasion, élégante. C'était une voiture qui valait facilement 80 000 $. Merrick était appuyé contre le capot, portant des lunettes de soleil de créateur, souriant comme s'il venait de conquérir le monde. Mes parents sont sortis de la maison, tenant des verres de champagne. Mon père, Judson, a tapé sur l'épaule de Merrick. Nous voulions te donner un véritable coup de pouce dans le secteur de l'immobilier de luxe, fiston, a dit fièrement Judson. Tu dois avoir l'air à la hauteur pour vendre les grandes maisons. Je suis resté là, mes doigts écrasés me lançant de douleur, fixant un investissement de 80 000 $ dans l'ego de Merrick, alors que je saignais littéralement pour me payer les manuels de l'université communautaire. Quand j'ai demandé discrètement à ma mère s'il pouvait m'aider avec un acompte de 500 $ pour mon dortoir de première année, elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de lui prélever ses organes. Barrett, tu dois apprendre à gérer un budget, a-t-elle ricané. Nous ne pouvons pas nous permettre de te choyer. Forger son caractère est plus important que l'assistanat. C'était la pièce A du musée. La pièce B s'est produite 4 ans plus tard. Ma remise de diplôme universitaire. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, obtenant mon diplôme avec mention, en gestion de la construction et en analyse financière. J'étais la première personne de notre famille élargie à obtenir un diplôme légitime et rigoureux. J'ai loué ma toge et mon mortier. J'ai économisé pendant 2 mois pour m'acheter un costume décent. Le matin de la cérémonie, je suis entré dans la cuisine pour trouver ma mère en robe de soie, appliquant nonchalamment un masque facial. « Vous êtes prêts ?» ai-je demandé, en tenant mon mortier. Blé a fait un geste dédaigneux de la main. « Oh, Barrett, nous ne pouvons pas venir aujourd'hui. Merrick lance sa nouvelle agence immobilière de luxe cet après-midi, et nous devons être au country club pour le soutenir. Il est très stressé. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un bout de papier de toute façon. Ils ne sont pas allés à ma remise de diplôme. Ils sont allés à une soirée de lancement pour une entreprise qui a fait complètement faillite exactement 7 mois plus tard, parce que Merrick avait dépensé tout le capital d'exploitation en costumes italiens sur mesure et en long déjeuner dans des steakhouse. L'injustice flagrante de tout cela ne m'a pas fait crier ou jeter des objets. Au lieu de cela,
elle m'a rendu intensément analytique. J'ai commencé à traiter ma dynamique familiale comme une chaîne d'approvisionnement d'entreprises en faillite. J'ai cartographié leur comportement sur des feuilles de calcul mental. J'ai suivi l'apport de mes efforts et le rendement de leur affection. Et j'ai rapidement réalisé que le système était entièrement défectueux par conception. Peu importe ce que je pouvais accomplir, je serais toujours la mauvaise créance. J'étais une perte. Alors, j'ai arrêté d'investir. J'ai déménagé. J'ai réduit le contact au strict minimum. Je me suis entièrement concentré sur ma carrière, gravissant la brutale échelle de l'entreprise dans l'estimation commerciale. J'ai rencontré Tanson, une infirmière des urgences qui a vu le vrai moi. Elle m'a appris à quoi ressemblait un véritable soutien inconditionnel. Elle est devenue mon ancre. J'ai construit une forteresse de logique et de stabilité financière autour de moi. Vous êtes-vous déjà senti comme une mauvaise créance dans votre propre famille? Avez-vous déjà réalisé que vos succès sont traités comme des insultes par les personnes qui sont censées vous aimer? Si vous comprenez ce sentiment, laissez un hashtag invisible dans les commentaires dès maintenant. Mais voilà le problème avec les familles toxiques. Elles ne se contentent pas de détester votre réussite. Elles considèrent votre succès indépendant comme une menace directe pour leur réalité délirante. Et alors que j'étais assis dans le bureau de Langston, je savais que la vraie raison pour laquelle Blay était assez désespéré pour commettre une fraude n'était pas seulement du pur favoritisme. C'était une bombe à retardement financière massive qui était sur le point de faire voler en éclats son image parfaite. Vous voulez savoir ce que cachait l'enfant chéri? Pour comprendre le désespoir pur et total derrière l'appel de ma mère au lieu de réception, nous devons remonter à exactement 3 semaines. C'était l'un de ces rares dîners de famille obligatoires, terriblement pénibles, chez mes parents. Le genre où l'air est lourd d'agressivité passive et où le rôti de bœuf a le goût du carton. Je n'y assistais que parce que ma tante Crésa était en ville, et c'était la seule parente qui ne me traitait pas comme quelque chose qu'on racle au fond d'une chaussure. Nous étions assis autour de la table de salle à manger massive et trop bien polie. J'ai décidé qu'il était temps d'annoncer la nouvelle. Je me suis éclairci la gorge, en posant ma fourchette. Je voulais partager une bonne nouvelle, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Mon entreprise vient de me promouvoir au poste d'estimateur commercial principal. Je suis maintenant associé directeur sur le projet de gratte-ciel du centre-ville. Avec ce titre, j'ai reçu une prime de performance de 100 000 $. Le silence qui est tombé sur la table était absolu. Ce n'était pas un silence d'admiration ou de fierté. C'était le silence d'un système qui buguait, incapable de traiter des données qui contredisent sa programmation de base. Merrick, qui était assis en face de moi, portant un blazer froissé et agressivement cher, a laissé échapper un grognement fort et moqueur. Il a fait tourner son verre de vin, les yeux rouges et vitreux. Estimateur principal, a-t-il traîné, un sourire méchant jouant sur ses lèvres. Et alors? Tu comptes juste les briques un peu plus vite maintenant. C'est mignon, Barrett. Vraiment mignon, mais ce n'est que du travail de drone d'entreprise. Je suis en train de finaliser une vente sur un domaine de 5 millions de $ en bord de mer. Le vrai argent est dans la vente, pas dans les feuilles de calcul. Judson a hoché la tête vigoureusement, sautant avec empressement sur l'occasion de valider son enfant chéri. Exactement, Merrick. Barrett, c'est bien que tu aies eu une petite augmentation, mais ne laisse pas ça te monter à la tête. Tu manques du charisme naturel et de l'instinct des affaires de Merrick. J'ai juste souri d'un sourire mince et complètement vide. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu, parce que contrairement à eux, je traite avec des faits absolus et vérifiables, et le fait était que Merrick n'avait pas vendu un seul bien immobilier en 6 mois. Je le savais parce que mon industrie est fortement interconnectée avec l'immobilier commercial et résidentiel de luxe. Les gens parlent, les courtiers bavardent, et les ragots sur Merrick étaient toxiques. Il était connu comme un amateur paresseux et arrogant qui aliénait les clients et exigeait des commissions non méritées. Mais plus important encore, je connaissais sa réalité parce que plus tôt dans la soirée, en passant devant la cuisine, j'avais vu le téléphone déverrouillé de Merrick sur le comptoir. Une notification était apparue à l'écran. C'était un courriel urgent de sa banque. L'objet était « Dernier avis d'intention de saisie ». Merrick était complètement fauché. Il avait une dette de 120 000 $. Son condo de luxe, celui dont mes parents s'étaient fièrement vantés auprès de tous leurs amis du country club, était sur le point d'être saisi par la banque. L'enfant chéri n'était pas un courtier de génie.
C'était un échec financier catastrophique, enveloppé dans un costume cher, et Blé le savait. J'avais observé son visage attentivement pendant le dîner. Sous les épaisses couches de fond de teint et les sourires snob forcés, elle avait l'air hagard. Elle avait l'air terrifiée. Elle ne pouvait pas accepter que toute son identité, construite sur l'illusion d'avoir élevé un entrepreneur riche et prospère, était sur le point de voler en éclats publiquement. Elle avait besoin d'argent, et elle en avait besoin immédiatement, pour retenir la banque et sauver la face. Alors, quand j'ai mentionné nonchalamment plus tard dans la soirée que j'organisais une grande fête au manoir Obsidian et que j'avais déjà versé un acompte de 20 000 $, j'ai vu une fin sombre et calculatrice briller dans ses yeux. Elle n'a pas vu un fils célébrant une réussite qui changeait sa vie. Elle a vu un distributeur automatique de billets ambulants. Elle a vu une allocation de fonds non approuvée qui appartenait de droit à son enfant préféré. J'ai su à ce moment précis qu'ils essaieraient de saboter la fête. Ils le devaient. Si je réussissais ouvertement, bruyamment et fièrement, cela rendrait l'échec imminent de Méric 1000 fois pire. Ils avaient besoin que je reste petit pour qu'ils puissent paraître grands. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, je me suis assis à mon îlot de cuisine avec Tanson, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ils vont essayer de gâcher l'événement, lui ai-je dit, mes doigts volant sur le clavier. Ils vont essayer de l'annuler, de m'humilier, ou de voler l'argent. Probablement les trois. Tanson m'a versé une tasse de café, ses yeux remplis d'une compréhension silencieuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On engage la sécurité? Je l'ai regardé, un calme froid et stratégique m'envahissant. On ne fait pas que les bloquer, Tanson. On les teste. On construit un piège, et on les laisse marcher droit dedans. Je suis un estimateur de risque. Il est temps de faire un test de résistance sur ma propre famille. Et c'est exactement pourquoi je n'ai pas été surpris quand la voix de ma mère a résonné à travers le haut-parleur dans le bureau de Langston. J'avais anticipé l'attaque, mais comment avais-je exactement tendu le piège? De retour dans le bureau de Langston, l'air vibrait pratiquement des suites de la panique stridente de ma mère. Après lui avoir dit que j'étais assis là, à l'écouter tenter un vol qualifié, elle a laissé échapper un bruit étranglé, à bout de souffle, qui ressemblait à un oiseau mourant. « Tu mens » balbutia-t-elle, sa voix perdant complètement son sang-froid royal. « Tu me joues un mauvais tour, Barrett. » Langston s'est penché en avant, sa patience entièrement épuisée. « Madame Blé, dit-il, son ton assez tranchant pour couper du verre. Je vous assure que ce n'est pas un tour. Tenter d'annuler frauduleusement un contrat et de rediriger des fonds vers un compte non autorisé est une infraction légale grave. Si vous contactez à nouveau mon établissement, je demanderai à mes avocats d'entreprise de contacter les autorités. Bonne journée. » Il a appuyé sur le bouton, coupant la ligne. Le lourd silence s'est de nouveau engouffré dans la pièce. Langston a laissé échapper une longue et lente respiration, passant une main dans ses cheveux argentés. Il m'a regardé avec un mélange de choc profond et de grand respect professionnel. « Barrett, j'ai eu affaire à des mères de scène et des mariées folles pendant 30 ans, mais ça. C'est littéralement une méchante de film. Elle allait voler tout votre acompte pour payer les erreurs de votre frère. » J'ai hoché lentement la tête, ajustant les poignets de mon costume. Oui, c'est ce qu'elle allait faire. Mais elle a échoué lamentablement, parce que j'ai cartographié toute sa stratégie il y a 3 semaines. J'ai cherché dans la poche intérieure de ma veste et j'en ai sorti une enveloppe noire, élégante et épaisse. Je l'ai posée sur le bureau poli de Langston et l'ai poussée vers lui. C'était l'invitation officielle que j'avais envoyée par la poste à mes parents et à Méric. Langston l'a prise, l'a ouverte, et a lu le texte élégant en feuille d'or. Rejoignez-nous pour célébrer la promotion de Barrett au poste d'associé principal. Vendredi soir à 20 h. L'encre rouillée. Langston a levé les yeux, le front plissé par une extrême confusion. L'encre rouillée, Barrett? Cet endroit est un bar de plongée délabré et graisseux, situé à 2 heures de route dans la banlieue profonde. Le sol est en permanence collant et ça sent la bière éventée et le désespoir. Pourquoi imprimeriez-vous ça? Exactement, ai-je dit, un sourire sombre et entièrement satisfait se formant sur mes lèvres. J'ai envoyé cette invitation factice spécifique uniquement à ma mère, mon père, et Méric. Tous les autres, mes vrais amis, mes mentors, mes collègues d'entreprise, la famille de Tanson, ont tous reçu la véritable invitation pour le manoir Obsidian. Langston s'est adossé à son fauteuil en cuir. Un air de pure réalisation s'est peint sur son visage.
Vous avez tendu un piège. Vous leur avez donné un leurre. J'ai effectué un test de résistance calculé sur leur loyauté, ai-je répondu, croisant les mains sur mes genoux. Je savais que ma mère essaierait de saboter l'événement. J'avais juste besoin de savoir jusqu'où elle était prête à aller. Si elle avait appelé l'encre rouillée pour annuler, elle aurait découvert immédiatement que je n'avais aucune réservation là-bas. Mais elle n'a pas appelé le bar de plongée, n'est-ce pas? Non, a dit Langston, secouant la tête avec incrédulité. Elle m'a appelé. Elle a appelé le vrai lieu, parce qu'elle ne voulait pas seulement gâcher la fête. J'ai expliqué, la partie analytique de mon cerveau décomposant les données. Elle voulait l'argent. Elle a dû fouiller dans mon vieux courrier ou accéder d'une manière ou d'une autre à mes relevés de carte de crédit, a vu le débit de 20 000 $ du manoir Obsidian et a fait le lien. Elle pensait être un génie du crime en contournant l'invitation et en appelant le vrai fournisseur dans mon dos pour voler l'argent. Langston m'a juste fixé. Vous êtes terrifiant d'organisation, Barrett. J'ai appris des pires, ai-je répondu froidement. À ce moment précis, mon téléphone, qui était posé face vers le haut sur le bureau, a commencé à vibrer violemment. L'écran s'est allumé, complètement inondé par un barrage de messages textes en rafale. Ils provenaient tous de Quinton, mon cousin, qui s'était fermement établi comme le sbire en chef de ma mère. Les messages disaient « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Barrett ?» Tante Blé pleure hystériquement dans la cuisine. « Tu es un malade paranoïaque. » Elle essayait juste de t'aider à gérer tes finances parce que tu perds clairement la tête. Annule cette stupide fête que tu organises et viens t'excuser tout de suite, ou toute la famille en aura fini avec toi. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste balayé les notifications. Il paniquait. Le rat était pris au piège et maintenant il se débattait, essayant de mordre tout ce qu'il pouvait atteindre. Mais avant que je ne puisse mettre le téléphone dans ma poche, l'écran a changé. C'était un appel entrant de Tanson. J'ai répondu immédiatement. « Salut, tout va bien ?» La respiration de Tanson était courte et rapide à l'autre bout du fil. « Barrett, dit-elle, sa voix tendue par un stress intense. Ta mère m'appelle. Elle laisse des messages vocaux délirants. Elle se fait passer pour la police. Barrett, elle a laissé un message disant que tu es un danger pour toi-même et pour les autres, et que je dois te forcer à lui remettre tes comptes bancaires avant que tu ne sois arrêté. » Le calme froid dans ma poitrine a instantanément disparu, remplacé par une rage blanche et brûlante. Ma mère venait de franchir une ligne qui ne pouvait être franchie. Ce qui s'est passé ensuite m'a poussé à déclarer une guerre nucléaire totale. Les mots de Tanson flottaient dans l'air comme une épaisse fumée. Elle se fait passer pour la police. C'était une chose de m'attaquer. J'y étais habitué. J'avais 29 ans de callosités accumulées contre leurs abus émotionnels. Mais mêler Tanson, la femme que j'allais épouser, à leur toile psychotique de manipulation et tenter de la terroriser, c'était le point de rupture absolu. Ne réponds plus aux appels de numéros inconnus, ai-je dit à Tanson, ma voix tombant à un registre dangereux et stable qui ne laissait aucune place à la discussion. N'écoute plus aucun message vocal. Je quitte le lieu de réception maintenant. Je vais m'en occuper. Je t'aime. J'ai raccroché, remercié Langston pour son professionnalisme absolu et je suis sorti vers ma voiture. Le trajet de retour à mon appartement fut un flou de fureur calculé. J'ai réalisé que les ignorer n'était plus une stratégie viable. Blé agissait comme un animal acculé parce qu'elle était désespérée d'obtenir les 20 000 $ pour sauver la façade immobilière pathétique de Merrick. Si elle ne pouvait pas les voler discrètement au lieu de réception, elle allait essayer de me les extorquer en détruisant ma santé mentale et mes relations. Je me suis garé dans mon allée, j'ai mis la voiture au point mort et j'ai agrippé le volant. J'ai décidé de leur donner une dernière chance définitive de reculer. J'ai cherché le contact de mon père et j'ai appelé. Judson a répondu dès la première sonnerie, anticipant l'appel. Barrett, a-t-il aboyé, sa voix tombant instantanément dans ce registre sévère, déçu et autoritaire qu'il utilisait toujours pour clore les disputes avant même qu'elles ne commencent. Tu as franchi une ligne énorme aujourd'hui. Ta mère est en larmes. Elle hyperventile dans le salon. Est-ce qu'elle pleure parce qu'elle s'est fait prendre la main dans le sac en train d'essayer de commettre une fraude électronique et de voler mon acompte de 20 000 $? Ou est-ce qu'elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle doit trouver un autre moyen de payer la saisie imminente de Merrick, ai-je demandé, ma voix complètement dépourvue de toute chaleur ou de respect familial. La ligne est restée silencieuse une fraction de seconde. Il ne s'attendait pas à ce que je sois au courant de la saisie.
Mais Judson, fidèle à sa nature lâche, a instantanément pivoté pour défendre l'enfant chéri. « Ne me parle pas sur ce ton irrespectueux », a-t-il crié, sa voix se brisant de colère déplacée. « Tu insultes ton frère en organisant cette fête massive et arrogante. Tu sais que Méric traverse une période de transition difficile sur le marché en ce moment. Il a des difficultés. Et au lieu d'être humble et solidaire, tu essaies délibérément de l'humilier avec cet étalage absurde de richesse. Ta mère essayait juste de protéger la famille de ton ego toxique. » J'ai fermé les yeux, pinçant l'arête de mon nez. La logique était si incroyablement tordue, si fondamentalement défectueuse. C'était presque impressionnant dans sa maladie. « Papa, je célèbre une étape majeure de ma carrière, une promotion que j'ai obtenue entièrement par moi-même, en travaillant 70 heures par semaine. Ça n'a absolument rien à voir avec Méric. Pourquoi mon succès personnel est-il automatiquement considéré comme une attaque contre lui? Parce que nous sommes une famille, a rugi Judson dans le combiné. Et dans cette famille, on ne se surpasse pas les uns les autres quand quelqu'un est à terre. On se protège. Si tu as 20 000 $ à flamber en champagne et caviar, tu as 20 000 $ pour aider ton frère à garder son condo. Annule la fête tout de suite, apporte cet argent à la maison, excuse-toi auprès de ta mère à genoux, et nous mettrons ça derrière nous. » J'ai laissé échapper un rire rauque et amer. « Tu veux que je m'excuse auprès de la femme qui vient de harceler ma fiancée en se faisant passer pour un officier de police? Tu veux que je finance le style de vie d'un raté de 32 ans qui n'a jamais travaillé dur un seul jour de sa vie? Espèce de morveux ingrat et égoïste, a craché Judson venimeusement. Si tu ne fais pas exactement ce que je dis, nous prendrons des mesures fermes. Nous nous assurons que tout le monde sache à quel point tu es malade et perturbé. Nous te ruinerons. » C'en était fait. Le dernier fil effiloché qui tenait ma loyauté familiale s'est rompu net en deux. Il n'y avait plus de tristesse dans ma poitrine. Plus d'espoir persistant de réconciliation. Il n'y avait qu'une clarté froide, dure et cristalline. Ils n'étaient pas ma famille. C'étaient des parasites. « Fais ce que tu veux, papa, » ai-je dit, ma voix tombant à un murmure plus froid que le zéro absolu. « Mais entends bien ceci. Tu es mort pour moi. Ne me contacte plus jamais. » J'ai raccroché le téléphone. Je suis allé dans son profil de contact et j'ai appuyé sur bloquer. J'ai fait exactement la même chose pour Blé. J'ai fait de même pour Méric. J'ai fait de même pour Quinton et tous les autres sbires de ma liste de contacts. Le silence numérique absolu qui a suivi a été le son le plus beau et le plus paisible que j'ai jamais entendu. Je suis entré dans mon appartement en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis une décennie. Tanson a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Mais juste au moment où je lui disais que c'était enfin terminé, mon téléphone a sonné. C'était un courriel d'une adresse sécurisée et chiffrée. L'expéditeur était Tante Créza. L'objet était simplement « urgent ». Écoute immédiatement. J'ai ouvert le courriel. Il y avait un seul fichier audio joint, ainsi qu'un court message. Barrett, j'ai enregistré ça depuis le couloir il y a 30 minutes. Ils ne veulent pas seulement la compte. Fais attention. Mon sang s'est glacé. J'ai appuyé sur play. Ce que j'ai entendu ensuite a fondamentalement changé la trajectoire de toute la guerre. Je me suis assis sur le bord du canapé du salon, tenant mon téléphone entre mes mains. Tanson s'est assise près de moi, son épaule pressée contre la mienne, offrant un soutien silencieux et rassurant. L'appartement était complètement silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai appuyé sur le bouton de lecture du fichier audio de Tante Créza. L'enregistrement a commencé par un bruissement, comme un téléphone caché à la hâte dans une poche ou derrière un cadre de porte. Puis la voix de ma mère a percé le grésillement. Ce n'était pas le ton hystérique et larmoyant que mon père avait prétendu qu'elle utilisait. C'était tranchant, venimeux et horriblement calculé. Il nous a bloqués, siffla Blé, faisant les 100 pas. Le bruit de ses talons au cliquant agressivement sur le parquet de leur salon était clair. Ce petit sociopathe nous a réellement bloqués. Puis vint la voix de Méric, pleurnicharde et paniquée. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire? La banque ne va pas attendre une semaine de plus. Ils vont prendre le condo. Je ne peux pas perdre ce condo. Toute ma marque en dépend. Si les gens découvrent que je suis fauché, ma carrière est complètement finie. » Tu ne vas pas perdre le condo, Méric, a sèchement répliqué Blé. Nous devons juste lui forcer la main.
Il se croit si malin, assis dans son petit bureau d'entreprise à compter son argent. Si nous ne pouvons pas obtenir les 20 000 du lieu de réception, nous les obtiendrons directement de lui. Comment, intervint la voix de Judson, nerveuse et hésitante. Il ne va pas nous les donner comme ça, Blé. Tu l'as entendu. Il est complètement délirant. J'ai senti la prise de tension se resserrer sur mon bras. La pure projection de me traiter de délirant tout en complotant activement un crime était stupéfiante. On lui prend son levier, dit Blé, sa voix tombant dans un registre terrifiant de calme. Ce soir, pendant qu'il sera à sa fête ridicule et arrogante. Méric, tu vas prendre le double des clés de son appartement. Celui qu'il nous a donné pour les urgences il y a 2 ans. Je me suis figé. J'avais complètement oublié cette clé. Je la leur avais donnée quand j'avais emménagé, à l'époque où j'essayais encore bêtement d'être un bon fils. Tu entres, a poursuivi Blé, et tu prends son ordinateur portable de travail. Prends les disques durs externes qu'il garde sur son bureau. Prends tous les plans ou dossiers de projets physiques que tu peux trouver. Cette entreprise est toute sa vie. S'il perd ses fichiers, il perd son travail. Mais maman, balbutia Méric, semblant maintenant vraiment effrayé. N'est-ce pas une effraction? C'est un crime. C'est une affaire de famille, intervint Judson, faiblement, essayant de justifier la folie. Nous gardons juste ces affaires pour lui donner une leçon de respect. Exactement, approuva sèchement Blé. Nous prenons l'ordinateur portable. Nous le cachons ici. Demain matin, quand il réalisera qu'il a disparu, nous lui dirons que nous l'avons trouvé, mais que nous exigeons une contribution familiale de 20 000 $ avant de le lui rendre. Il paiera instantanément pour sauver sa précieuse carrière. C'est infaillible. Nous ne faisons que reprendre ce qu'il nous doit pour l'avoir élevé. L'enregistrement a cliqué et s'est arrêté. Tante Crésa l'avait arrêté là, probablement pour éviter d'être surprise en train d'écouter aux portes. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Tanson fixait le téléphone, le visage pâle d'une incrédulité totale. Ils allaient te cambrioler, murmura-t-elle. Ils allaient s'introduire chez nous, voler tes données d'entreprise et prendre toute ta carrière en otage. Barrett, c'est de l'extorsion. C'est de la folie. Je ne ressentais pas de choc. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais une clarté intense et hyper focalisée. J'étais un estimateur commercial. Je traitais avec des entrepreneurs hostiles et des fournisseurs corrompus. Ma mère venait de faire passer cela d'un différend familial toxique à un crime prémédité. Elle voulait jouer le jeu avec une agressivité impitoyable. Très bien. J'allais lui montrer exactement à quoi ressemblait un professionnel qui démantelait une opération hostile. Je me suis levé, mon esprit tournant à 1000 km/h. J'appelle la direction de l'immeuble tout de suite, ai-je dit, en attrapant mes clés. Je fais changer les serrures électroniques de notre porte immédiatement. Et je déplace mon ordinateur portable et tous les documents sécurisés dans le coffre-fort renforcé du bureau. Tanson s'est levé avec moi. Devrions-nous appeler la police? Pas encore, ai-je répondu, un sourire froid et dangereux se formant sur mon visage. Si nous appelons la police maintenant, ils nieront tout et joueront les victimes. Non, je veux qu'ils exécutent leur plan. Je veux qu'ils s'engagent dans leur propre destruction. Ce soir, nous faisons la fête. Laissons-les essayer de s'introduire dans un appartement fortifié. Laissons-les s'agiter en vain. J'ai regardé ma montre. Il était 4 heures de l'après-midi. La fête commençait à 8 heures. Mais il y avait une autre pièce du puzzle. Je me suis souvenu des invitations lors que j'avais envoyées. L'encre rouillée. Je savais que ma mère avait organisé une campagne de dénigrement massive. Je savais qu'elle avait rallié toute la famille élargie pour me tendre une embuscade. Je ne savais tout simplement pas à quel point leur échec allait être magnifiquement tragique. Si vous aimez cette histoire jusqu'à présent et que vous voulez voir cette famille toxique faire face à une destruction absolue, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de gens. Merci beaucoup. La fête a commencé sans accroc, mais ce que je ne savais pas, c'était l'armée misérable et trempée par la pluie que ma mère avait fait attendre aux coordonnées absolument fausses. À 20 h ce soir-là, le manoir Obsidian s'était complètement transformé en un chef-d'œuvre époustouflant de lumière, de son et d'élégance sophistiquée.
Les lourdes portes en acajou sombre s'ouvraient pour révéler une immense salle de bal. Un jazz doux et suave jouait à travers le système de sonorisation acoustique de pointe, caché de manière transparente dans les plafonds voûtés. Des serveurs vêtus d'uniformes noirs impeccables et nets circulaient sans effort dans la pièce, portant des plateaux d'argent de champagne coûteux, de cocktails artisanaux et de hors-d'œuvre gastronomiques. L'éclairage d'ambiance projetait une lueur dorée et chaleureuse sur les 60 invités qui s'étaient réunis pour célébrer ma promotion. C'était un contraste saisissant, presque poétique, avec l'environnement sombre, toxique et suffocant dans lequel j'avais grandi. Chaque personne dans cette pièce était là parce qu'elle appréciait sincèrement mon intellect, mon éthique de travail implacable et mon amitié. Il n'y avait pas de jalousie cachée derrière des sourires faux et forcés. Il n'y avait pas de commentaires passifs-agressifs sur le coût des centres de table personnalisés ou du bar ouvert premium. Il n'y avait que du soutien pur et sans mélange. Tanson était absolument magnifique dans une robe de soirée vert émeraude profond, sa main reposant confortablement et solidement dans la mienne alors que nous nous tenions près de l'entrée pour accueillir nos invités. Elle était l'encre qui empêchait mon cerveau logique de perdre le contrôle. Lorsque mes collègues de la firme d'estimation commerciale ont levé leur verre de champagne en cristal pour porter un toast à mes longues heures de travail et à mes modèles de données impeccables, Tanson a serré ma main, validant silencieusement chaque nuit tardive, chaque repas sauté, et chaque échéance très stressante que j'avais endurée pour arriver à ce point précis de ma vie. Au milieu de la soirée, après que le plat principal de filet mignon et d'asperges rôties ait été servi, Alden est monté sur la petite estrade surélevée à l'avant de la salle. Alden était l'associé directeur de notre firme, un titan de l'industrie de la construction commerciale, et un homme qui ne distribuait pas d'éloges non mérités. La salle s'est immédiatement tue alors qu'il tapotait sa cuillère contre son verre. Dans le monde à enjeux élevés de l'estimation commerciale, a commencé Alden, sa voix profonde et autoritaire portant facilement à travers la pièce, nous sommes constamment à la recherche de fondations solides. Nous cherchons l'intégrité structurelle. Nous cherchons le genre de personnes qui peuvent regarder un plan massif et chaotique et trouver instantanément le défaut fatal avant même que la construction ne commence. Pendant des années, Barrett a été cette intégrité structurelle pour notre firme. Il a fait une pause, me regardant directement avec un sourire chaleureux et sincère. Je connais le passé de Barrett. Je sais qu'il n'avait pas une famille riche pour le soutenir. Il n'avait pas de parachute doré. Il a commencé tout en bas, en travaillant des quarts de travail épuisants en entrepôt pour payer ses propres manuels. Il a construit ses propres fondations à partir de zéro. Brique par brique, avec une patience douloureuse. Et aujourd'hui, il est l'un des esprits les plus brillants de cette industrie. Barrett, tu n'es pas seulement un employé. Tu es de la famille. À Barrett. À Barrett, a répété la salle à l'unisson. Les applaudissements qui ont suivi étaient forts, chaleureux et entièrement authentiques. Pour la première fois en 29 ans, je ne me sentais pas comme une mauvaise créance. Je ne me sentais pas comme une perte. Je me sentais solide. Je me sentais réel. Je suis descendu de l'estrade, attirant Tanson dans une étreinte serrée et prolongée. La nuit se déroulait absolument parfaitement. La nourriture était incroyable. La musique était impeccable, et l'énergie dans la pièce était de la pure joie. Puis, mon téléphone a vibré agressivement dans la poche de mon costume. J'avais débloqué mes messages plus tôt pour me coordonner avec un responsable de la restauration qui devait confirmer le programme des desserts. Dans l'excitation de la soirée, j'avais complètement oublié de réactiver le blocage pour ma famille. J'ai sorti le téléphone. Le nouveau message venait de Quinton, mon cousin lâche et le sbire désigné de ma mère. Ce n'était pas un message texte. C'était une photographie haute résolution. Et ce que j'ai vu sur cette photo a fait échapper un rire froid et totalement dépourvu d'humour de ma gorge. Je suis resté figé près du bord de la piste de danse, fixant l'écran lumineux de mon téléphone, mon esprit analytique luttant pour traiter pleinement l'ampleur de la trahison et la magnifique justice poétique capturée dans une seule image granuleuse. La photographie montrait l'extérieur lugubre et déprimant de l'encre rouillée, le bar de plongée miteux et délabré que j'avais spécifiquement indiqué sur les invitations l'heure. Il pleuvait à verse sur la photo. L'enseigne au néon vacillante et à moitié cassée du bar projetait une lueur maladive rouge et bleue contre le ciel sombre de la banlieue. Mais ce n'était pas le bâtiment délabré qui a attiré mon attention. C'était la foule immense rassemblée sur le parking vide et rempli de nids de poules. Là, debout sous des parapluies bon marché et ayant l'air complètement misérable, trempés jusqu'aux os, se trouvaient ma mère, mon père et Méric. Mais ils n'étaient absolument pas seuls.
Mais avant que je ne puisse pleinement traiter les implications de qui d'autre était sur cette photo, Langston a fait irruption par les portes de la salle de bal, le visage pâle, cherchant frénétiquement dans la pièce jusqu'à ce que ses yeux se posent sur les miens. Quelque chose n'allait pas du tout. J'ai zoomé sur la photographie sur l'écran de mon téléphone, mes yeux balayant les visages en colère et mouillés de la foule sur le parking. Entourant ma famille immédiate dans un cercle serré et frissonnant, il y avait au moins 15 autres personnes. J'ai immédiatement reconnu mon oncle Greg, plusieurs de mes cousins plus âgés, et une poignée d'amis de la famille qui avaient toujours agi comme la chambre d'écho personnelle et sans faille de ma mère. Ma mère n'avait pas seulement prévu de sauter ma fête. Elle n'avait pas seulement essayé de l'annuler et de voler les 20 000 $. Quand je l'ai bloquée sur mon téléphone, elle avait passé tout l'après-midi à rallier frénétiquement les sbires. Elle avait instrumentalisé tout le réseau familial élargi, tissant une immense toile de mensonges pour les convaincre de conduire 2 heures en banlieue pour se présenter au faux lieu de réception. Ils avaient prévu d'organiser une intervention publique massive. Ils avaient prévu de me tendre une embuscade, de me surpasser en nombre, et de me faire honte publiquement pour que j'annule ma propre célébration, sous le prétexte d'une réunion de famille d'urgence concernant ma prétendue dépression nerveuse. La légende sous la photo de Quinton disait « Barrett, nous attendons tous à l'encre rouillée. Ta mère pleure hystériquement sous la pluie. Le bar est complètement fermé. Nous attendons ici depuis 2 heures que tu te pointes pour qu'on puisse parler de ton comportement complètement inacceptable et égoïste. Ce n'est pas comme ça qu'on traite sa famille. Tu nous humilies. Dépêche-toi d'arriver tout de suite. » Ils avaient mobilisé une milice entière de professionnels du chantage affectif pour se tenir dans un parking glacial et pluvieux, pour une fête qui n'existait même pas. La pure et totale justice poétique de les voir attendre dans le froid misérable pour un fils qu'ils n'avaient jamais vraiment réchauffé était indéniablement douce. Tanson a remarqué mon expression étrange, s'est excusé d'une conversation avec l'un des associés de la firme, et s'est approché de moi. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle doucement, posant une main chaude sur mon bras. Je lui ai montré la photographie. Ses yeux verts se sont agrandis de stupeur en lisant la légende. « Ils ont vraiment organisé un boycott » murmura-t-elle, horrifiée par la pure méchanceté et le calcul de la chose. Ils allaient te tomber dessus. Ils ont amené un public littéral pour te démolir et te forcer à donner ton argent à Amérique. Ils ont certainement essayé, ai-je dit, en appuyant sur le bouton latéral pour verrouiller l'écran du téléphone, mais ils se tiennent aux coordonnées entièrement fausses. Ils sont à 2 heures de route, gelant dans un orage, fixant un bar de plongée fermé. Mon test de résistance a parfaitement fonctionné. « Qu'est-ce que tu vas leur dire » demanda-t-elle, sa prise sur mon bras se resserrant. « Absolument rien » ai-je répondu, un profond sentiment de calme envahissant. Laissons-les attendre sous la pluie. Laissons-les attendre jusqu'à ce que leurs chaussures chères soient ruinées et que leurs pieds s'engourdissent. Laissons-les enfin réaliser qu'ils n'ont absolument aucun pouvoir sur ma vie. La chaîne d'approvisionnement est fermée en permanence. J'ai rangé le téléphone dans ma poche et je suis retourné à la fête vibrante et magnifique. Je refusais catégoriquement de laisser leur théâtre toxique et pathétique gâcher une seconde de plus de ma nuit incroyable. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai dansé avec Tanson. J'ai ri avec mes amis et j'ai célébré l'avenir brillant et très réussi que je m'étais méticuleusement assuré. J'ai ressenti un profond sentiment de libération. Les chaînes invisibles et lourdes de l'obligation familiale et de l'abus financier s'étaient enfin brisées en poussière. Mais juste au moment où la grande horloge dans le hall sonnait 22 heures, j'ai remarqué Langston traversant rapidement le sol poli de la salle de bal. Son attitude habituellement composée et très professionnelle était complètement fracturée. Il avait l'air incroyablement tendu, ses yeux balayant frénétiquement la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Il s'est approché de moi, se penchant près pour que les autres invités n'entendent pas ses paroles par-dessus la musique de jazz. « Barrett » a chuchoté Langston de manière urgente, son haleine sentant légèrement le café de qualité supérieure. « Nous avons une situation massive dans le hall d'entrée. » « Quel genre de situation ?» ai-je demandé, mon pouce accélérant légèrement, mon cerveau analytique passant instantanément en mode de gestion de crise. 3 personnes viennent de contourner complètement le bureau de sécurité extérieure, a dit Langston, sa voix sombre et très sérieuse. Une femme plus âgée, un homme plus âgé, et un jeune homme portant un costume très cher et très mouillé. Ils exigent agressivement d'être conduits dans la salle de bal principale. La femme crie à plein poumon qu'elle est votre mère et qu'elle sait absolument que vous vous cachez ici avec de l'argent familial volé. Mon estomac est tombé au sol. Le lieu de leur m'avait acheté quelques heures de paix,
Mais ma mère était terrifiante d'acharnement. Quelqu'un dans le réseau familial devait avoir trouvé d'une manière ou d'une autre le vrai lieu. Ils avaient conduit 2 heures sous la pluie battante depuis le parking vide de l'Ancre rouillée, armés de la fureur juste d'une foule, et ils se tenaient actuellement juste de l'autre côté de ces doubles portes en acajou. « Voulez-vous que j'appelle la police » a demandé Langston, sa main planant au-dessus de la radio bidirectionnelle sur sa ceinture. « Je peux les faire arrêter pour intrusion dès maintenant. » J'ai regardé les lourdes portes en bois. Même par-dessus la musique, je pouvais faiblement entendre le son étouffé et strident de la voix de ma mère résonnant dans le hall de marbre. « Non, » ai-je dit, un calme dangereux et glacial envahissant tout mon corps. « N'appelez pas la police tout de suite. Je vais m'en occuper moi-même. » J'ai marché d'un pas délibéré et très mesuré sur le sol en marbre poli du foyer. Les lourdes portes en chêne de la salle de bal principale se sont refermées derrière moi, étouffant instantanément la musique de jazz entraînante et le bavardage chaleureux de ma famille choisie. En contournant le coin vers la grande entrée, la scène qui s'est déroulée devant moi était à la fois pathétique et profondément satisfaisante. Ma mère, blé, se tenait au centre absolu du hall. Ses cheveux blonds habituellement impeccables et lourdement laqués étaient plaqués sur les côtés de son visage par la pluie. Son manteau de créateur coûteux était complètement trempé, laissant des taches d'eau sombre sur les carreaux de marbre blanc immaculé du manoir Obsidian. À côté d'elle se tenait mon père, Judson, l'air intensément mal à l'aise alors qu'il se tordait les mains mouillées. Et juste devant, vibrant pratiquement de rage non méritée, se trouvait Merrick. Son costume sur mesure s'accrochait à sa silhouette, entièrement ruinée par le violent orage. 2 gardes de sécurité aux larges épaules se tenaient fermement entre ma famille et l'entrée de mon événement privé, leurs visages des murs impassibles d'indifférence professionnelle. « Je suis sa mère » a hurlé Blé, sa voix résonnant durement contre les plafonds voûtés. Elle a pointé un doigt tremblant et agressif vers le garde le plus grand. « Vous n'avez absolument aucun droit de m'empêcher d'assister à la fête de mon propre fils. Nous avons conduit 2 heures sous une tempête violente parce qu'il souffre clairement d'un épisode psychotique et j'exige de le voir sur le champ. » Madame, comme je l'ai expliqué 3 fois, il s'agit d'un événement privé et fermé, a répondu le garde, son ton parfaitement poli mais inflexible. Vos noms ne figurent pas sur la liste d'invités approuvés fournie par l'hôte. Si vous ne baissez pas la voix et ne reculez pas, je serai obligé de vous escorter physiquement hors des lieux. Vous n'oseriez pas. Merrick s'est avancé, bombant le torse dans une tentative risible d'intimidation. Mon frère a loué cet endroit. Nous sommes des VIP. Dégagez de notre chemin avant que je vous fasse perdre votre emploi. Tu ne feras perdre son emploi à personne, Merrick, ai-je dit, ma voix tranchant le bruit chaotique du hall comme une lame d'acier aiguisée. Les 3 ont tourné la tête dans ma direction. Pendant une fraction de seconde, il y a eu un véritable choc sur leur visage. Ils s'attendaient pleinement à ce que je me recroqueville, que je m'excuse, que je m'effondre sous le poids de leur désapprobation combinée, exactement comme je l'avais fait quand j'étais un adolescent terrifié. Mais l'homme qui se tenait devant eux était un estimateur commercial principal qui gérait des budgets de 50 millions de dollars. Je n'avais plus peur des fantômes. Barrett, halta ma mère, se précipitant en avant que le garde de sécurité n'étende un bras massif pour lui barrer le passage. Dieu merci. Dis à ces voyous à gage de nous laisser entrer tout de suite. As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? Nous étions debout sous la pluie glaciale dans ce bar de plongée affreux. L'arthrite de ton oncle Greg le fait souffrir à cause de toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui ne va pas chez moi, c'est que j'ai enfin appris à lire une chaîne d'approvisionnement, ai-je répondu, ma voix parfaitement stable, ne trahissant absolument aucune émotion. J'ai réalisé que les apports de mon temps, de mon argent et de ma santé mentale allaient dans un trou noir qui ne rapportait aucun rendement. Alors, j'ai éliminé les mauvais fournisseurs de mon réseau. Arrête de parler dans ce jargon d'entreprise ridicule, aboya Judson, se tenant à côté de ma mère, essayant de récupérer son autorité patriarcale. Tu nous as menti. Tu as délibérément envoyé ta propre famille au mauvais endroit pour nous humilier devant les parents. Tu agis comme un enfant vicieux et rancunier. Je vous ai envoyé au lieu de leur parce que je savais sans l'ombre d'un doute que vous tenteriez de saboter ma soirée, ai-je déclaré clairement, regardant mon père droit dans les yeux. Et j'ai eu raison. Vous n'avez pas seulement prévu de sauter ma célébration. Vous avez prévu de me tendre une embuscade. Vous avez traîné 15 personnes dans un parking pour mettre en scène une exécution publique de mon caractère. Vous avez échoué parce que vous êtes entièrement prévisible. Merrick s'est frayé un chemin vers l'avant, le visage rouge de fureur déchaînée.
Tu te crois un génie parce que tu comptes des briques? Tu penses que tu peux simplement nous bannir? Nous sommes ta famille. Tu nous dois le respect. Tu te crois si supérieur en organisant cette fête massive et arrogante juste pour me narguer parce que le marché est lent en ce moment? J'ai regardé Méric. Je l'ai vraiment regardé. Dépouillé-le de sa voix forte et de son costume mouillé, et tout ce qui restait était un homme incroyablement peu sûr de lui, terrifié de perdre sa place sur le piédestal. Je ne pense pas du tout à tes ventes immobilières, Méric, ai-je dit, prononçant les mots avec une précision chirurgicale et calme. Ma vie ne tourne pas autour de ton ego fragile. Mais puisque tu en parles, parlons chiffres. Tu dois 120 000 $ à la banque. Ton condo est en cours de saisie. La voiture de 80 000 $ que maman et papa t'ont achetée sera probablement saisie la semaine prochaine. Tu es un homme de 32 ans qui joue à faire semblant au crochet de tes parents, et tu as l'audace pure de me traiter d'arrogant. La bouche de Méric s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Son visage s'est complètement vidé de sa couleur. On aurait dit qu'il avait été frappé par la foudre. Blé a eu un hoquet, sa main volant vers sa poitrine. Comment oses-tu parler à ton frère de cette façon après tout ce que nous avons fait pour toi? Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons mis un toit sur la tête. Nous sommes tes parents. Vous étiez mes propriétaires, les jeux corrigés, mon ton devenant absolument glacial. Et mon bail a expiré il y a longtemps. Vous avez essayé de voler mon acompte de 20 000 $ ce matin pour payer sa dette. Et quand ça a échoué, vous avez comploté pour vous introduire dans mon appartement ce soir pour voler mon ordinateur portable d'entreprise et prendre ma carrière en otage. Blessé figé. L'indignation vertueuse a fondu de son visage en un instant, remplacée par une terreur brute et nue. J'ai l'enregistrement audio de vous planifiant l'extorsion, maman, ai-je dit doucement. J'ai changé mes serrures. Mes fichiers sont dans un coffre-fort d'entreprise. C'est fini. La comédie est terminée. Je me suis tourné vers le chef de la sécurité. Ces individus sont en situation d'intrusion. Veuillez les faire sortir de la propriété immédiatement. S'ils résistent, appelez la police. J'ai tourné le dos à leurs cris frénétiques et je suis retourné dans la lumière de la salle de bal. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous appréciez de voir cette famille toxique recevoir enfin ce qu'elle mérite, veuillez laisser un commentaire disant « fini » ci-dessous. C'est le code secret pour ma véritable équipe qui regarde jusqu'à la fin, et je mettrai un cœur et répondrai à tous ceux qui l'utilisent. Le week-end s'est écoulé dans un brouillard magnifique et paisible de célébration et de soulagement profond. Tanson et moi avons passé le dimanche matin à boire du café sur mon balcon, en regardant la ville se réveiller. Mon téléphone est resté entièrement silencieux. Je croyais vraiment que la confrontation au lieu de réception avait été la fin définitive de la guerre. Je croyais que le fait d'exposer leurs tentatives de vol et d'extorsion les avait finalement honteux au point de se retirer définitivement. J'avais tort. J'avais oublié la règle cardinale lorsqu'on a affaire à des individus profondément toxiques. Lorsqu'ils perdent le contrôle sur vous, ils essaieront désespérément de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent, et ils essaieront de détruire toutes les fondations qu'il vous reste. Le lundi matin a commencé la campagne de dénigrement hystérique, une politique de la terre brûlée. J'étais assis à mon bureau à la firme d'estimation commerciale, finalisant les modèles de données pour un nouveau projet d'hôpital, quand le téléphone de mon bureau a sonné. C'était Alden, l'associé directeur. Il m'a demandé de venir immédiatement dans son bureau aux parois de verre. Je suis entré pour trouver Alden l'air incroyablement sévère, les mains croisées sur son immense bureau. Barrett, veuillez vous asseoir, a-t-il dit. Je viens de recevoir un appel téléphonique très dérangeant sur la ligne exécutive principale. Une femme prétendant être votre mère a exigé de me parler. Elle m'a dit que vous détourniez activement des fonds de l'entreprise pour payer vos fêtes somptueuses, que vous étiez profondément instable mentalement, et que vous aviez volé des plans hautement confidentiels pour les vendre à nos concurrents. Elle a suggéré que nous mettions fin à votre emploi immédiatement et que nous vous fassions arrêter. J'ai senti une sueur froide perler dans mon cou. Mon cœur battait à un rythme furieux contre mes côtes. Alden, je peux vous assurer que j'ai la preuve absolue qu'elle ment. Elle se venge parce que... Alden a levé la main, m'arrêtant instantanément. Barrett, respirez. Je sais que vos comptes sont équilibrés au centime près. Je sais exactement qui vous êtes. Je n'ai pas cru un seul mot de ce qu'elle a dit. En fait, je l'ai mise sur haut-parleur, j'ai demandé à ma secrétaire juridique d'enregistrer l'appel,
et j'ai dit à votre mère que si elle contactait à nouveau cette firme, je déposerais personnellement une plainte pour diffamation et sabotage d'entreprise de 5 millions de dollars contre elle et votre père. Elle a raccroché très rapidement. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 3 jours. Merci, Alden. Je suis tellement désolé que ce drame ait atteint votre bureau. Ne vous excusez pas, a dit fermement Alden. Mais vous devez mettre fin à cela, Barrett. Elle essaie activement de réduire votre gagne-pain en cendres. Je suis retourné à mon bureau, un feu dangereux s'allumant dans ma poitrine. Blé était complètement hors de contrôle. Elle tirait des missiles sans discernement sur ma vie. Mais le véritable chef-d'œuvre de leur folie absolue est arrivé dans ma boîte aux lettres cet après-midi-là. Je suis rentré à mon appartement après le travail pour trouver une enveloppe épaisse et rigide coincée dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur appartenait à un cabinet d'avocats louche situé dans un centre commercial, à 2 villes de l'endroit où vivaient mes parents. Je suis entré dans ma cuisine, j'ai jeté mes clés sur le comptoir et j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document de 5 pages imprimé sur un papier incroyablement bon marché. C'était une lettre de mise en demeure formelle, rédigée par un avocat qui avait clairement été payé pour ignorer toutes les limites éthiques. L'entête disait « Avis de rupture de contrat familial implicite et demande de restitution ». J'ai commencé à lire et, dès le premier paragraphe, j'ai dû m'asseoir à mon îlot de cuisine parce que je riais si fort que ma poitrine me faisait physiquement mal. C'était le rire d'un homme qui avait enfin réalisé que ses adversaires avaient entièrement perdu le contact avec la réalité. La lettre déclarait qu'en coupant le contact avec mes parents, en ne me pliant pas à leurs conseils parentaux, et en leur causant une grave détresse émotionnelle, j'avais rompu le contrat social et émotionnel implicite de notre unité familiale. En raison de cette prétendue rupture, mes parents exigeaient formellement une restitution financière immédiate pour les coûts irrécupérables de mon éducation. Attachée à la lettre se trouvait une facture détaillée. C'était la feuille de calcul la plus délirante que j'ai jamais vue de ma vie. Ils m'avaient facturé littéralement tout. Nourriture et logement de 0 à 18 ans, 100 000 $. Frais médicaux, y compris les vaccins de l'enfance et mon appareil dentaire au collège, 30 000 $. Fournitures scolaires, sac à dos et sorties scolaires, 20 000 $. Travail émotionnel et services de consultation parentale, 100 000 $. Vacances que j'avais été forcé de prendre enfant, 50 000 $. Le grand total au bas de la page, imprimé en encre rouge et en gras, était de 300 000 $. La lettre se terminait par une menace, si je n'établissais pas un plan de paiement dans les 30 jours, il demanderait un jugement au tribunal civil pour saisir mes salaires d'entreprise à vie. Tanson est entré dans l'appartement, m'a vu serrer les papiers et rire de manière incontrôlable, et s'est précipité vers moi. « Barrett, ça va ? Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai tendu la facture, essuyant une larme de pure hilarité de mon œil. Mes parents viennent de m'envoyer une facture pour mon enfance. Ils veulent 300 000 $ pour le simple désagrément de m'avoir donné naissance. Tanson a lu le document, sa mâchoire tombant de plus en plus bas à chaque ligne. C'est de la folie. Il te facture les courses que tu as mangées quand tu avais 7 ans. Est-ce que c'est même légal ? Pas le moins du monde, ai-je dit, mon cerveau analytique disséquant complètement le document. C'est une pure tactique d'intimidation. Ils ont trouvé un avocat désespéré prêt à rédiger une lettre à l'air effrayant pour me terrifier et me soumettre, afin qu'ils puissent obtenir l'argent pour mes RIC. Mais ils ont fait une erreur de calcul fatale. Ils viennent de me donner la preuve physique et indéniable de leur folie absolue. J'ai pris la lettre et l'ai placée soigneusement sur mon comptoir de cuisine, sous les lumières vives. J'ai pris des photographies haute résolution de chaque page. Je me suis assuré que l'entête, les frais détaillés absurdes et les signatures de mes parents en bas étaient parfaitement lisibles. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'exécuter la phase finale. Il était temps de larguer la bombe nucléaire. Je me suis assis à mon îlot de cuisine, mon ordinateur portable ouvert devant moi. J'ai ouvert mon client de messagerie et créé un nouveau message. Dans le champ de copie carbone invisible, j'ai méticuleusement tapé l'adresse électronique de chaque personne de notre arbre généalogique élargi. J'ai inclus tante Créza, oncle Greg, tous mes cousins, mes grands-parents, les amis de la famille qui s'étaient tenus dans ce parking pluvieux, et même le pasteur de l'église locale de mes parents. Je n'ai laissé absolument aucune pierre non retournée. L'objet était simple, professionnel et mortel, concernant la situation familiale récente et la facture de 300 000 $. Le corps du courriel était complètement dépourvu d'émotion.
Je n'ai pas utilisé d'adjectif colérique. Je n'ai pas lancé d'insultes. Je l'ai rédigé comme un rapport d'incident stérile et factuel, rédigé par un estimateur principal. À tous les membres de la famille, au cours de la semaine dernière, beaucoup d'entre vous ont été contactés par ma mère, Blé, et invités à participer à un boycott de la célébration de ma promotion. On vous a probablement dit que je souffrais d'une dépression nerveuse, que je volais de l'argent, ou que je suis devenu agressivement hostile envers ma famille sans raison. Je crois en la transparence totale. Par conséquent, je fournis le contexte exact de ma décision de rompre définitivement les liens avec mes parents et mon frère Méric. La pièce jointe 1 est un enregistrement audio pris la semaine dernière. Vous y entendrez Blé et Judson détailler explicitement leur plan pour s'introduire dans mon appartement, voler mon ordinateur portable d'entreprise, et m'extorquer 20 000 $ pour payer la saisie immobilière imminente de Méric. La pièce jointe 2 est une mise en demeure formelle que j'ai reçue aujourd'hui d'un avocat engagé par mes parents. Il tente de me poursuivre en justice pour 300 000 $, me facturant explicitement la nourriture que j'ai mangée et l'appareil dentaire que j'ai porté lorsque j'étais un enfant mineur. Veuillez lire la liste détaillée. Je partage ceci pour que vous compreniez la réalité de la situation. Je ne répondrai pas aux questions et je demande que ma vie privée soit respectée à l'avenir. Cordialement, Barrett. J'ai joint le fichier audio que tante Kreza avait fourni. J'ai joint les photographies parfaitement claires du procès absurde. J'ai relu le courriel 2 fois. J'ai senti un calme froid, stable et constant m'envahir tout le corps. J'ai déplacé mon curseur sur le bouton envoyer et j'ai cliqué. La réaction a été instantanée, explosive et glorieuse. Moins de 45 minutes après l'envoi du courriel, mon téléphone a commencé à s'allumer comme une balise de détresse. Le premier appel venait de Quinton. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a laissé un message frénétique de 3 minutes s'excusant profusément, sa voix épaisse d'un profond embarras, déclarant qu'il n'avait aucune idée que ma mère complotait activement une extorsion criminelle. Ensuite sont venus des messages de cousins, d'amis de la famille et de parents éloignés. Le choc collectif qui a secoué le réseau familial était monumental. Blé avait passé des décennies à cultiver soigneusement l'image de la mère parfaite et pleine d'abnégation, accablée par un fils cadet ingrat. Avec un seul courriel, un fichier audio et un document juridique absurde, j'avais entièrement démantelé une campagne de marketing de 30 ans. Les sbires ne battaient pas seulement en retraite. Ils retournaient activement leurs armes contre la méchante sorcière. Mais la communication la plus importante est arrivée exactement 2 heures plus tard. L'identifiant de l'appelant affichait un nom qui m'a fait me redresser parfaitement. C'était tante Kreza. J'ai répondu au téléphone. Allô, tante Kreza. Sa voix était nette, claire et vibrait d'une fureur glaciale et contrôlée qui m'a fait frissonner. Je viens de finir de lire ton courriel, Barrett. J'ai écouté l'enregistrement audio 3 fois, et j'ai demandé à mon équipe juridique personnelle d'examiner la facture grotesque que tes parents t'ont envoyée. J'ai toujours su que Blé était une femme vaine et superficielle. Mais je supposais que ton père avait assez de cran pour te protéger de la vraie malveillance. Je me suis tragiquement trompé. Elle a fait une pause, prenant une lente et lourde respiration. Quand elle a repris la parole, la colère dans sa voix s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Barrett, tu es un garçon intelligent. Tu analyses les chiffres. Dis-moi, comment Méric a-t-il exactement évité la prison quand il a eu cet accident de voiture en conduisant sous influence il y a 5 ans? Parce que je sais que tes parents n'avaient pas l'argent pour régler à l'amiable avec les victimes. J'ai froncé les sourcils, confus par le changement soudain de sujet. Maman et papa ont payé. Ils ont toujours dit qu'ils avaient sacrifié leurs économies de retraite pour lui donner une seconde chance. Kreza a laissé échapper un rire rauque et amer. Ils n'ont pas sacrifié un seul centime de leur propre argent. Quand toi et Méric êtes nés, votre grand-père a créé 2 fonds fiduciaires pour l'éducation, très réglementés. Ils étaient conçus pour arriver à maturité quand vous atteindriez 18 ans, contenant exactement 80 000 $ chacun. Mon cœur s'est arrêté de battre une seconde. L'air dans mon appartement est soudainement devenu très mince. J'avais un fonds fiduciaire. 80 000 $? Oui, tu en avais un, a confirmé Kreza, sa voix se tendant. Quand Méric a eu ses horribles ennuis judiciaires, tes parents avaient besoin de sommes massives pour le garder hors de prison et maintenir leur précieuse image sociale. Alors, ils ont fait une requête à la banque, ont prétendu des difficultés financières extrêmes, ont falsifié des documents en utilisant leur procuration en tant que tes tuteurs,
et ont liquidé ton fonds fiduciaire. Ils ont vidé tes 80 000 $ en entier et ont donné chaque centime à des avocats pour sauver Méric. Je suis resté assis sur ma chaise, complètement paralysé. Les souvenirs sont revenus avec une clarté écœurante. Mon père me faisant la morale sur l'importance du travail acharné alors que je luttais pour payer mon acompte de dortoir de première année. Travailler des quarts de nuit jusqu'à ce que mes mains saignent. Ils avaient volé mon avenir pour paver la piste d'atterrissage de Méric. Ce sont des voleurs, a déclaré Cresa sèchement. Et ils ont eu le culot pur et simple de t'envoyer une facture pour t'avoir élevé. Je m'occupe de tes parents. Je viens de raccrocher avec mes avocats spécialisés en succession. J'ai formellement et irrévocablement retiré Judson, Blé et Méric de mon testament. De plus, j'ouvre une enquête criminelle sur la liquidation frauduleuse de ton fonds fiduciaire. Ils feront face à un juge pour cela. Des larmes ont piqué au coin de mes yeux. Ce n'était pas pour l'argent lui-même. C'était pour la justice. Quelqu'un dans ma lignée avait enfin vu la vérité et utilisait son pouvoir pour la rétablir. 2 semaines se sont écoulées. Le silence de ma famille immédiate était profond, lourd et incroyablement paisible. Par le biais du bouche-à-oreille familial, j'ai appris l'étendue dévastatrice des retombées. Tante Cresa n'avait pas seulement retiré mes parents de son testament. Elle les avait publiquement excommuniés de la famille. L'enquête criminelle concernant le fonds fiduciaire volé de 80 000 $ avançait rapidement, et mes parents faisaient face à de lourds frais de justice et à une peine de prison potentielle. Sans la promesse de son futur héritage, les lignes de crédit de Judson se sont entièrement taries. Blé est devenu une paria sociale, entièrement rejetée par le cercle du country club, qui avaient tous vu le courriel contenant la facture et l'enregistrement de l'extorsion. Leur château de cartes soigneusement construit s'était violemment effondré. Mais la chute la plus dure a été celle de l'enfant chéri. C'était un mardi soir pluvieux quand un coup lourd a résonné dans mon appartement. J'ai regardé par le Judas et j'ai senti une pointe soudaine de tension. C'était Méric. Il avait l'air absolument terrible. Le courtier immobilier arrogant et suffisant qui m'avait crié dessus dans le hall du manoir Obsidian avait complètement disparu. Il portait un sweatshirt froissé et taché. Ses cheveux n'étaient pas lavés et il avait des cernes sombres et lourds sous ses yeux injectés de sang. Il ressemblait à un homme qui avait tout perdu. J'ai déverrouillé le pen dormant, mais j'ai gardé la lourde chaîne de sécurité solidement attachée à travers la porte. Je l'ai ouverte de quelques centimètres seulement. « Qu'est-ce que tu veux, Méric ?» ai-je demandé, en gardant ma voix entièrement dépourvue d'émotion. « Barrett, s'il te plaît » a-t-il croassé, sa voix rauque et pathétique. « Laisse-moi entrer. J'ai juste besoin de te parler 5 minutes. S'il te plaît. Nous n'avons rien à nous dire. Tu es en situation d'intrusion. » J'ai fait un mouvement pour fermer la porte. « J'ai perdu le condo » a-t-il lâché, coinçant sa chaussure mouillée contre le bas du cadre de la porte. La banque l'a saisi hier. Ma voiture a été saisie. Maman et papa ont dit qu'ils ne peuvent pas m'aider parce que tante Cresa les poursuit en justice. Barrett, je n'ai absolument rien. Je dors dans un motel. Je l'ai fixé à travers l'étroite ouverture. La partie analytique de mon cerveau a traité l'information proprement. Action, réaction, conséquence. Ça ressemble à une grave défaillance de la chaîne d'approvisionnement, ai-je dit froidement. Tu dépendais d'un seul fournisseur instable pour toutes tes ressources, et le fournisseur a fait faillite. Tu aurais dû diversifier tes efforts. Méric a étouffé un sanglot. Ne me parle pas comme à une feuille de calcul en ce moment. Je suis ton frère. Je t'en supplie. Je jure devant Dieu, Barrett, je ne savais pas qu'ils avaient volé ton fonds fiduciaire de 80 000 $ pour payer mes frais de justice. Je pensais que c'était leur argent. Si j'avais su. Si tu avais su, qu'aurais-tu fait, ai-je lancé, mes yeux se rétrécissant en fente dangereuse. L'aurais-tu rendu? Serais-tu allé en prison pour sauver mon fonds d'études? Non. Tu l'aurais pris de toute façon, parce que toute ton existence est construite sur la croyance que tu mérites intrinsèquement plus que moi. Ce n'est pas vrai, a-t-il plaidé, des larmes coulant enfin sur ses cils. Je suis désolé. Je vois à quel point ils sont toxiques maintenant. Ils ont aussi ruiné ma vie. Ils m'ont rendu inutile. Je ne sais pas comment travailler dur. Barrett, s'il te plaît. Tu es un associé principal maintenant. Peux-tu juste me prêter 5 000 $?
Juste assez pour trouver un appartement bon marché. Voilà. La vérité pathétique et inévitable. Il n'était pas venu ici pour l'absolution. Il n'était pas venu ici pour reconstruire une fraternité. Il était venu ici parce que la banque de maman et papa était définitivement fermée et il cherchait désespérément un nouveau distributeur de billets. Méric, ai-je dit doucement, le faisant lever les yeux avec une lueur d'espoir désespéré. Le sang n'est pas une excuse pour permettre l'incompétence. Tu es une mauvaise créance, Méric. Et je viens de clôturer ton compte. Éloigne-toi de ma porte ou j'appellerai la police et je te ferai arrêter. Il m'a fixé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Il a lentement retiré son pied du cadre de la porte, ses épaules s'affaissant dans une défaite totale. Il s'est retourné et a descendu le couloir faiblement éclairé. J'ai fermé la porte, j'ai fait glisser le pêne dormant en place, et je suis retourné vers Tanson. 1 an plus tard, le soleil printanier éclatant se reflétait sur les vitraux de la magnifique église historique du centre-ville. Tanson ressemblait à un véritable ange dans sa robe blanche alors que nous descendions l'allée en tant que mari et femme. Ma carrière avait explosé. Nous avions acheté une belle maison en banlieue. Ma famille choisie, y compris Alden, Langston et tante Cresa, remplissait les premiers bancs, applaudissant bruyamment. Alors que nous sortions sur les marches de l'église pour prendre des photos, mes yeux ont naturellement balayé la rue. Là, debout près d'un arrêt de bus à 50 mètres, se trouvaient Blé et Judson. Ils avaient l'air incroyablement vieux. Les vêtements chers avaient disparu. La posture de Judson était voûtée, et Blé avait l'air profondément amer et épuisé. J'avais entendu dire qu'ils louaient un petit appartement et travaillaient dans la vente au détail pour payer leurs dettes juridiques massives. Les yeux de Blé ont rencontré les miens à travers la rue bondée. Pendant une brève seconde, je l'ai vu lever une main hésitante et tremblante, comme pour demander pardon. J'ai regardé la femme qui avait volé mon avenir, essayé de ruiner ma carrière, et m'avait facturé la nourriture que j'avais mangée. Je n'ai ressenti absolument rien, ni colère, ni tristesse, juste une brise fraîche et indifférente. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je lui ai simplement tourné le dos, j'ai concentré toute mon attention sur ma magnifique épouse, et j'ai marché vers mon nouvel avenir radieux. Beaucoup de gens disent que parce qu'ils sont de mon sang, je n'aurais pas dû laisser tante Cresa les poursuivre en justice et prendre leurs biens restants. Ils disent qu'il faut toujours pardonner à sa famille, peu importe à quel point elle est toxique. Suis-je allé trop loin en les laissant tout perdre? Auriez-vous fermé la porte à votre frère en larmes alors qu'il vous suppliait pour 5 000 $? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez apprécié ce drame satisfaisant de Reddit où le bouc émissaire gagne enfin, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime, vous abonner à, et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. À la prochaine.